Merci beaucoup pour votre présentation, puis félicitations aussi pour toutes les propositions de réformes démocratiques très pertinentes et intéressantes que vous nous proposez. J'ai déjà soulevé le point du financement politique avec plusieurs autres intervenants avant, mais je trouve ça super bien que vous l'ameniez dans votre mémoire, parce que j'ai l'impression également qu'une des grands avantages, en fait, de la réforme du mode de scrutin, c'est aussi de pouvoir permettre aux citoyens qui vont voter aux élections de séparer, en quelque sorte, leur choix du meilleur candidat pour les représenter dans leur circonscription et le choix de leur parti politique préféré. Puis j'ai aussi l'impression qu'avec un financement politique basé sur les votes cumulés entre les candidats et les partis politiques, en fait, ça vient contre l'esprit de la réforme qui est proposée. Est-ce que vous êtes également d'accord avec ça? C'est exactement le point. Là. Ouais. OK. Ouais. Merci beaucoup. C'était ma seule question. Merci beaucoup, mesdames, de nous ramener au principe de la réforme de laquelle nous débattons dans cette commission. Le député de La Fontaine a évoqué les effets directs que pouvait avoir la réforme du mode de scrutin sur le taux de participation, mais je crois qu'on peut aussi parler d'effets indirects sur la baisse du cynisme et éventuellement, on l'espère, la hausse du taux de participation. Par exemple, quand on considère le changement de culture politique à laquelle la réforme du mode de scrutin nous invite avec nécessairement une plus grande collaboration entre les différents parlementaires, les différentes formations politiques, lorsqu'on aura des gouvernements, disons, qui devront avoir certaines ententes de collaboration pour faire passer des projets de loi. À mon sens, ça cadre bien aussi avec la personnalité de la société québécoise, si je peux dire les choses ainsi. Donc, est-ce que vous êtes d'accord aussi qu'il y a des effets indirects très importants qui peuvent avoir sur le taux, par exemple, de participation et la confiance des Québécois en nos institutions démocratiques? Difficile d'être en désaccord avec ce que vous venez de dire. Et puis, j'ajouterais même que cette réforme est une occasion formidable de susciter le débat au sein de la population québécoise sur l'importance que nous accordons à nos institutions et sur l'importance que revêt la démocratie pour l'ensemble de la population québécoise. Et puis, cette occasion-là, je pense qu'il faut la saisir. Et puis, effectivement, ça risque, cette discussion, d'avoir des effets collatéraux dont on va tous bénéficier. Bien, merci. Rapidement, est-ce que vous avez des revendications précises sur la participation des organisations de la société civile lors du référendum? Non, mais on soulève simplement le risque que les organisations de la société civile soient pas poursuivies, mais mises en demeure parce qu'elles veulent contribuer à informer les citoyens sur les différentes options, comme on l'a vu aux derniers scrutins, aux dernières élections générales. Certains groupes ont été bâillonnés ou invités à ne pas participer à la discussion alors qu'ils informaient les gens. Alors, on craint que cette situation ne se reproduise, d'autant plus que dans un contexte et là, hypothétique, électoral et référendaire en même temps, les tensions seront encore plus vives et donc l'intérêt d'informer la population sera encore plus grand. Merci beaucoup, mesdames, pour votre présentation bien sentie concernant la nécessité d'avoir une vraie loi sur la parité au Québec qui sera distincte de celle de la réforme du mode de scrutin. Néanmoins, je sais que vous ne voulez pas vous prononcer spécifiquement sur les différentes mesures, mais de par nos discussions avec les différents intervenants, ça a soulevé certaines interrogations quant aux mécanismes qu'on peut mettre en place peut-être pour inciter justement davantage de femmes à se lancer en politique. Puis je me dis, bien, si on a un projet de loi comme ça sous les mains, aussi bien faire le maximum pour que ça puisse justement contribuer à faire en sorte qu'il y ait un plus grand nombre de femmes dans notre Parlement. La question de la double candidature, par exemple, le fait qu'on puisse se présenter autant dans une circonscription qu'être sur une liste présentée par une formation politique, est-ce que vous considérez, par votre expérience, que ça peut être quelque chose qui incite justement les femmes à peut-être tenter leur chance puisqu'elles ont, par exemple, elles pourraient avoir 2 chances de cette façon-là? Difficile pour nous de répondre parce qu'on entre un peu, honnêtement, dans la réforme elle-même et les types de voies possibles pour se faire élire. Mais je pourrais juste répondre que de façon générale, toutes les mesures qui seront prises
et qui permettent à plus de femmes d'être candidates et qui permettent à plus de femmes d'être élues parce qu'on aura pris les moyens dans les partis politiques pour les aider à se rendre jusque-là, toutes ces mesures-là seront bénéfiques. Merci beaucoup, mesdames, pour votre présentation. J'ai trouvé ça vraiment intéressant que vous ameniez le point selon lequel la pluralité des idées au sein même d'une même région, d'un même territoire, c'était en fait une stratégie politique efficace, par exemple, pour des groupes comme le vôtre. Puis je pense qu'on le voit même déjà, par exemple, moi je suis députée à Longueuil, puis on est plusieurs députés qui partagent ce territoire. Je vois mon collègue de Vachon ici, donc on collabore déjà avec des organismes communautaires qui, eux, doivent aussi aller faire leur représentation auprès d'un certain nombre de députés, qui n'est pas seulement un seul député, comme par exemple ailleurs en région. Donc, j'aimerais que vous nous expliquiez au quotidien comment vous voyez cette stratégie-là. En fait, comment cette stratégie peut être plus efficace justement pour faire avancer vos dossiers que lorsque vous avez seulement un député ou un ensemble de députés qui sont de la même formation politique. Je te laisse répondre. Tu es en région. Bien, en fait, ça dépend c'est quoi le cas. Ça dépend c'est quoi... si parfois, c'est pratique d'avoir quelqu'un qui est au pouvoir parce que des fois, ça peut être une pécadille à intervenir auprès du cabinet, faire changer des choses. Faire avancer un dossier, le remettre un peu sur le dessus de la pile. Ceci dit, je pense que les députés de l'opposition le font aussi très bien. Là. Je pense qu'au niveau du gouvernement, tout le monde travaille ensemble, les cabinets, les fonctionnaires. Donc, pour nous, c'est pas l'orientation politique qui fait que le député va nous aider plus ou moins. Ceci dit, il y a des dossiers, des fois, d'enjeu ou d'envergure, où là, bien, on peut se coaliser avec plusieurs députés pour en faire un enjeu qui peut être local, régional, mais peut devenir national. Donc, à ce moment-là, on ne se restreint pas. Là. Tout à fait. Donc, pour vous, c'est bénéfique donc d'avoir des députés de l'opposition et du gouvernement dans un même territoire, par exemple. Ah, ben oui. Tout à fait. C'est bon. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup, M. Montigny. Moi non plus, en fait, je ne vois pas de désaccord tellement entre vous puis M. Mascotte, par exemple, parce que, en fait, si j'ai bien compris votre présentation, oui, il y aurait des développements de profils de députés par l'existence du fait qu'il y a des députés qui vont être élus sur des listes ou des députés qui vont être élus dans les circonscriptions, mais qu'au final, c'est une réalité qui existe déjà un peu de façon implicite de par les préférences des députés. Oui, il y a des profils différents. Voilà, donc. Mais majoritairement au Québec, ce qu'on observe, c'est que les députés préfèrent, en vaste majorité, le travail en circonscription que le travail en commission. Donc, le rôle de représentant est plus apprécié par une majorité de députés que celui de législateur. Donc, ça existe déjà de façon implicite. Oui. Non, merci. Ma deuxième question, vous semblez lier la stabilité avec l'occurrence des gouvernements minoritaires, ce qui est tout à fait logique, mais en même temps, croyez-vous que l'argument de certains voulant que la réforme du mode de scrutin va amener de l'instabilité est réellement fondé, considérant le système politique québécois avec le mode de financement des partis politiques, par exemple le 100 $ maximum par année, qui nécessairement va, disons, pas donner vraiment envie aux partis politiques d'aller en élection à chaque année ou aux 2 ans, par exemple? Bien, c'est sûr qu'il y a des contraintes institutionnelles aussi à l'effet de retomber en élection, mais il peut y avoir des blocages, comme on l'a vu en Belgique, où la difficulté de former un gouvernement peut s'avérer réelle. Mais en même temps, le projet de loi, ce qu'on voit là, il y a quand même des balises à la proportionnalité qui vient enlever l'instabilité dans un modèle de mixité. Ceci dit, c'est clair que ça impose un changement de culture politique. Changement de culture politique pour les parlementaires, changement de culture politique pour les électeurs, pour les médias aussi, qui sont habitués d'aller voir la petite dissidence ici et là pour couvrir. Donc, ça devient différent si on a des coalitions, si on travaille en coalition, si on fait des compromis pour former un gouvernement. C'est un changement majeur de culture politique. Exact. Puis ce changement de culture politique pourrait en fait contrôler l'instabilité. Bien, ça, il faut voir quel soit le comportement des élus. Mais ce qui est clair, c'est que le projet de loi amène quand même un niveau d'instabilité moins élevé. Vous parliez du cas israélien tout à l'heure, où là, le pays est une circonscription, donc c'est une proportionnalité pure. Bien, ça, c'est le modèle le plus instable. Alors, ce qu'on voit dans le projet de loi, c'est plutôt une révolution tranquille du mode de scrutin.
C'est pas une crainte que vous avez? Bien, il faudra le voir à l'usage, mais c'est pas ça qui m'empêche de dormir la nuit. Disons ça comme ça. Merci beaucoup. Thank you for your time. From my point of view, Selon a big moi, step forward with the reform is the pas fact en that avant avec citizens will now la have réforme, two c'est que les votes. citoyens auront On 2 election votes. day, one for the Un candidate pour in le the riding and the candidat other de la one circonscription et for un the autre party pour that le they prefer. candidat qu'il préfère On de the liste. other hand, in the bill D'autre that is part, proposed dans by the government, le projet de loi it is devant planned le to gouvernement, combine, on prévoit the combiner two ballots les in 2 order to bulletins calculate pour the public calculer funding of parties. le which in financement my des view partis goes politiques. against Et moi, je the pense que ça va spirit à of the l'encontre de reform. l'esprit So I'd de like la to know réforme. what do you think J'aimerais about it and avoir how does votre it opinion. work Qu'en in New pensez-vous? Zealand? Comment ça fonctionne en Nouvelle-Zélande? Sure. Oui. In New Zealand, the En most important vote, Nouvelle-Zélande, without any question, is the party vote. le vote le plus important est le that is vote de advertised by parti. the Electoral Commission Et extensively. ça, c'est Citizens publicité par determining le vote comité that d'élection drives the en grande proportionality partie. for the Et establishment of the c'est ce parliament qui is that établit party la vote. And so when proportionnalité du gouvernement, le the vote system, pour les if you partis. like, Alors, le the système, si vous establishment voulez, wants to make an assessment of a party's donc level of permettre support, it will avoir always use its success in the ce party vote. soutien. It doesn't take into Et account the ça ne tient constituency, pas local vote, compte and du that's vote how that local has taken dans les place in New Zealand. circonscriptions. I should C'est say comme that ça que there's ça not se a lot déroule of en public Nouvelle-Zélande. funding Il n'y a pas in beaucoup de New Zealand. There is financement some public en Nouvelle-Zélande. there is some Et il y allocation a of broadcasting time for television certain advertising, temps de which is diffusion à largely la télé qui becoming est accordé. redundant today because of C'est redondant aujourd'hui, because of bon, online à advertising. cause de la publicité en ligne. Bon. Generally speaking, Mais de façon it is the party vote that générale, determines c'est le vote de parti qui the détermine agreed nature of a party's la support. nature du soutien au Thank you. parti. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à vous pour votre présentation. Pour aller dans le même sens que le collègue de Gouin, en fait, moi, je pense que j'ai une hypothèse à vous soumettre. En fait, ce que dit le gouvernement quand il défend la question de la prime aux vainqueurs, c'est en fait que ce serait pour rassurer la population. Hein, parce qu'on entend beaucoup que la réforme du mode de scrutin entraînerait une plus grande instabilité de notre système politique. Donc, de là, selon eux, l'instauration de la fameuse prime aux vainqueurs. Mais si je vous disais qu'il y avait également une autre proposition qui permettrait de réduire ce sentiment de crainte quant à l'instabilité de la réforme du mode de scrutin, qui est l'encadrement des motions de censure, c'est-à-dire le fait de pouvoir limiter les possibilités de l'opposition de faire tomber essentiellement le gouvernement. Est-ce que vous trouvez que ce serait une bonne solution de rechange à la question de la prime aux vainqueurs? Tout à fait. D'ailleurs, c'est dans le mémoire. Puis, on ne fait pas une réforme du mode de scrutin pour pouvoir obtenir des gouvernements majoritaires, pas plus qu'on fait une réforme de scrutin pour absolument obtenir des gouvernements minoritaires. On fait une réforme du mode de scrutin pour que ça soit plus représentatif du suffrage exprimé. Quand on rentre dans ça, là, dans le diviseur par deux, on rentre dans une logique qui, de prime abord, apparaît incompréhensible, mais elle vise surtout à réduire la proportionnalité. On fait une réforme du mode de scrutin pour avoir une meilleure représentativité de la population. On devrait essayer, à tout le moins, de contrevenir à ce principe-là le moins possible. Puis encadrer les motions de censure, ça nous apparaît essentiel. Si un parti fait partie d'une coalition puis il décide de s'en dégager, bien, qu'il ait l'obligation de négocier puis essayer de former un autre gouvernement avec quelqu'un d'autre, ça va réduire les motions de censure frivoles, ça va assurer une meilleure stabilité au gouvernement futur. C'est la voie à suivre, selon nous. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre présentation. Merci de ces points si importants que vous amenez concernant la représentation des jeunes à l'Assemblée nationale. Vous savez, pour cette législature-ci, nous sommes 17 % de députés âgés de moins de 40 ans, mais en fait, on représente 30 % de la population québécoise à peu près, donc c'est vraiment nécessaire. Au-delà de la question de la réforme du mode de scrutin, est-ce que, à l'instar de certains groupes de défense des droits des femmes, est-ce que vous êtes en faveur d'une loi sur la représentativité des jeunes à l'Assemblée nationale?
Oui, comme tout à l'heure, de manière très claire, on est pour une loi claire pour la représentativité, pour la représentation des jeunes à l'Assemblée nationale. Puis, comme je le disais tout à l'heure, je tiens quand même à le répéter, chez Fort Jeunesse, on est pour plus de présence féminine à l'Assemblée nationale, pour une meilleure représentativité. On n'a pas porté ces points-là dans notre mémoire, mais on supporte ces groupes-là qui demandent qu'il y ait une parité homme-femme, puis qu'il y ait une plus grande représentation des différents groupes sociaux du Québec à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. Maintenant, en ce qui concerne les objectifs plus globaux du projet de loi, vous avez dit que pour vous, votre but, c'était de réduire au maximum l'indice de distorsion dans le projet de loi. Donc, le collègue de Legoin a parlé de la fameuse prime aux vainqueurs qui, effectivement, n'aide pas à se rapprocher de l'objectif. De la part du gouvernement, on entend que c'est pour des raisons de stabilité des gouvernements, ce qui est quand même un peu curieux considérant qu'il existe la mesure d'encadrement des motions de censure qui serait possible d'utiliser pour arriver aux mêmes fins. Donc, seriez-vous favorable à l'implantation d'une telle mesure dans le projet de loi? Oui. Trouvez-vous que ce serait une bonne solution de rechange aux primes aux vainqueurs? Oui. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre présentation fort intéressante. Considérant que la campagne référendaire débuterait en vertu de ce projet de loi le 1er mai 2022, est-ce que vous considérez que ça sera suffisant pour bien faire connaître, dans le fond, les deux positions? Bien, moi, je pense que je n'attendrai pas le 1er mai pour commencer la campagne. Je pense qu'on va élaborer une stratégie pour quand même commencer à sensibiliser les gens et pour vraiment qu'ils aient toute l'information nécessaire. Mais moi, je pense que, puis de se retrouver les bons moyens pour être capable de les rejoindre. C'est un défi de communication, de bien faire comprendre les modalités des deux modes de scrutin pour que les gens arrivent à faire le choix le plus éclairé possible. Vous allez commencer la campagne d'information tout de suite après l'adoption du projet de loi. Peut-être pas. En fait, il faudra élaborer. Naturellement, il n'y a rien qui se fera tant que la loi ne sera pas sanctionnée, mais ça ne nous empêche pas de réfléchir à des choses. Merci beaucoup. Puis, comptez-vous mener une campagne contre la désinformation pendant la campagne référendaire, dans l'éventualité où, par exemple, un camp ou un autre amenait, par exemple, des publicités qui pourraient être fallacieuses sur le mode de scrutin? Non, la seule, j'aurais à intervenir pour la mauvaise information si il y avait de l'information qui circulait par ailleurs par rapport aux modalités du référendum, les jours de vote et tout. Mais quant à... Je pense que vous parlez de mauvaises informations sur ce qu'est un mode de scrutin. Non, je n'interviendrai ça. Ça appartiendra aux deux camps référendaires à faire les ajustements nécessaires là, pour s'il y a de fausses informations sur les modalités d'un mode de scrutin ou l'autre. Donc, vous n'interviendrez pas sur de façon neutre par rapport aux modalités des modes de scrutin proposés? Bien, la seule chose, c'est que les gens, dans le fond, ce que je pense que je pourrais faire, c'est que les gens seraient invités à venir sur probablement notre site ou de regarder, de lire là, comment est-ce qu'on a pu, quelles sont les modalités de chaque mode de scrutin. Merci beaucoup pour votre présentation. Justement, en réponse à ma question sur la désinformation qu'il pourrait y avoir lors de la campagne référendaire, le DGEQ a répondu qu'il ne comptait pas intervenir ou fournir de l'information pour rectifier des faits qui proviendraient d'un camp ou de l'autre. Est-ce que vous croyez, à contrario, que ce serait important que le DGE, s'il dispose de ressources suffisantes, puisse le faire ou à travers une commission indépendante, comme vous semblez l'évoquer? C'est délicat. Ils ne doivent pas intervenir d'une façon qui peut donner l'impression d'être partisans. Mais s'ils ont les informations sont là, facilement, avec un accès facile, ils peuvent diriger les gens vers les informations. Si quelqu'un ou un organisme pose une question, ils ne doivent pas dire on n'a rien à dire. Ils doivent leur dire vous pouvez trouver ces informations ici et là, et vraiment les aider de cette façon-là, de fournir des textes, toutes sortes de choses nécessaires. Je pense que ça, c'est une sorte de compromis qui
et que ça doit être bien connu. En Nouvelle-Zélande, on m'avait dit, parce que je suis arrivé un peu en retard, mais je suis pas mal vieux de Darren Hughes. Darren Hughes était un enfant à ce moment-là. Et le rôle de la commission qui a donné les informations sur les enjeux du référendum était extraordinaire. Tout le monde que j'ai consulté était « Ah oui, eux, ils ont toutes les informations. Ils étaient des gens tout à fait respectés. » Moi, je conseillerais aux gens de DGQ de faire un petit voyage en Nouvelle-Zélande. Ils peuvent voir exactement comment c'est fait. Et il y a même des articles et des livres qui étaient écrits qu'on connaît. Très bien, merci. Merci beaucoup pour votre proposition et votre présentation très intéressante qui nous amène à réfléchir à toutes sortes de possibilités. Toujours est-il que, justement, comme le disait le collègue de Gouin concernant la possibilité qu'une réforme du mode de scrutin permette, en fait, plus de stabilité dans les politiques publiques parce qu'elle amènera la formation de coalitions électorales. Je trouve ça très intéressant aussi. Est-ce que vous diriez donc que l'État québécois pourra économiser beaucoup d'argent parce que, justement, on n'aura pas à continuellement faire et défaire les réformes qui auront été décidées par les gouvernements? Écoutez, pour moi, ça me semble évident parce que je vais vous donner des ordres de grandeur. D'ailleurs, je pense que quelques-unes des personnes qui sont passées avant moi vont vous avoir dit ça. Des élections au Québec, c'est de l'ordre de grandeur des dizaines de millions, plusieurs dizaines de millions de dollars. Donc, je ne sais pas exactement où on est rendu le directeur général des élections, mais ça doit être autour de 80 millions à peu près comme ordre de grandeur. Si on compare aux problématiques, justement, qui ne sont pas géographiques et auxquelles on doit faire face, et ne serait-ce que donc, les paradis fiscaux, lorsqu'on travaille sur les estimations, les problématiques de ça, auxquelles les élus cherchent des solutions et auxquelles, justement, là, il n'y a pas de lien géographique. On ne peut pas savoir si les gens qui cachent de l'argent, ils viennent de Gatineau, de Hull, ou de Rimouski, ou de Québec ou de Montréal. Là, okay? Mais là, on est dans l'ordre des dizaines de milliards de dollars, là, okay? En fuite, etc. et autres. Si on regarde, par exemple, les politiques climatiques, là, le Parti vert, qui est absent là, de l'Assemblée nationale, mais ce genre d'enjeux-là, et que vous regardez sur la scène internationale, on parle de combien en estimation des montants qui vont être perdus et autres. Là, on est dans les centaines de milliards de dollars de ces catastrophes-là qui sont anticipées. Donc, toute proportion gardée, là, OK, oui, je pense que ça vaut la peine d'investir dans notre démocratie pour avoir une saine concurrence et être capable d'aller chercher les meilleures idées qui vont être capables de résoudre ces problèmes-là. Je vous donne un exemple peut-être plus concret de ce que je veux dire. Les fusions municipales au Québec, il y a plusieurs années. Il y a un parti qui les a mises en application. Le parti, aux élections suivantes, il y a un parti qui a promis de les défaire, qui a été élu au pouvoir. Donc, on a engouffré des millions de dollars de fonds publics. Donc, avec la réforme du mode de scrutin, avec justement le fait qu'il y aura des coalitions, le fait d'avoir davantage de gouvernements minoritaires, ça va éviter ces retournements de situation qui sont très, très coûteuses pour les contribuables. Vous venez de me donner un propre exemple auquel je n'avais pas pensé. Donc, effectivement, c'est vraiment un cas qu'on a vécu et où on a dilapidé beaucoup d'argent pour arriver à certains résultats, qu'une meilleure pondération de la volonté populaire, un meilleur équilibre aurait pu éviter. Donc, ça, oui. Génial. Donc, la réforme du mode de scrutin serait très bonne pour les contribuables. C'est bien noté. Moi, c'est ce que j'ai essayé de vous présenter. Merci beaucoup pour votre présentation. Je comprends vos arguments, mais bien franchement, je ne partage pas les prémices de votre argumentaire. Surtout que vous soulignez à plusieurs reprises que la réforme du mode de scrutin menace la cohésion partisane. Je vous soulève quand même bien humblement que les Québécois, puis je veux dire, c'est un phénomène assez répandu en Occident, n'ont peu ou pas du tout confiance, en fait, dans les institutions que représentent les partis politiques. En fait, les recherches menées, par exemple, par le Pew Research Center démontrent que dans toutes les institutions qui existent dans nos sociétés démocratiques, en fait, c'est les partis politiques qui recueillent le moins la confiance des électeurs. Donc, le fait de, justement, contribuer à changer la façon dont les partis politiques traditionnels fonctionnent ou coopèrent
entre eux. À mon sens, en fait, c'est quelque chose de très positif. Puis quand on parle de culture politique au Québec, vous faites même référence à la paix sociale. Je trouve que c'est quand même assez poussé. Mais quand on parle de culture politique des Québécois, bien au contraire, ce qu'on entend dans la population, c'est un désir pour moins de partisanerie. Chaque fois qu'il y a une initiative qui est faite en ce sens-là, c'est applaudi partout. Puis je considère que ça représente au contraire la culture politique désirée des Québécois. Ils souhaitent que les partis soient capables de travailler ensemble, souhaitent que les parlementaires s'élèvent au-delà de ces lignes de partis. Donc, vous parlez plutôt d'une tradition, de ce que je comprends, parce qu'on ne peut pas vraiment parler d'une culture de la société québécoise. Sur le premier aspect, cette insatisfaction, ce cynisme est présent dans tous les modes de scrutin, que ce soit en proportionnel ou en majoritaire. Donc, ce changement-là apporterait probablement aucun changement. Sur le rôle des partis politiques, effectivement, quand on demande aux gens s'ils aiment la partisanerie, ils disent non. Mais si on demande aux gens s'ils aiment le bruit puis la dissension parmi les élus, ils n'aiment pas ça non plus. Les partis politiques ont été créés ou se sont développés au Québec, au Canada, en réponse aux difficultés de coordination des élus. C'est peut-être un mal nécessaire, mais c'est un véhicule qui est extrêmement efficace dans la vie parlementaire et qui organise notre vie électorale de façon, encore une fois, à mon avis, assez positive et assez efficace. Si on veut éliminer ce véhicule-là, il faut le remplacer par quelque chose. J'ai de la misère à voir qu'est-ce qui serait capable de jouer un rôle de légitimisation, mais également d'organisation de notre vie démocratique contre les partis politiques. Peut-être que je suis juste peut-être un peu trop réaliste, peut-être cynique par rapport à la vie politique en général, mais je pense qu'il ne faut pas simplement rejeter un système parce qu'on est insatisfait. Il faut trouver une alternative qui est supérieure à ce qu'on a entre les mains actuellement. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui avec nous, M. Clich, pour nous partager votre grande expérience et sagesse. Vous avez parlé de la fameuse prime aux vainqueurs. Vous savez que le gouvernement a introduit cette mesure-là, notamment en prétextant que c'était pour une question de stabilité du gouvernement. Mais la collègue de Bourassa-Sauvé a elle-même évoqué la question de l'encadrement des motions de censure. Alors, je vous pose cette question. Croyez-vous que l'encadrement des motions de censure serait une bonne solution de rechange à l'utilisation de la prime aux vainqueurs? Ça serait une bonne chose, mais ça pourrait pas. Il n'y a pas de correspondance entre les deux. Là. Non, mais je veux dire, le gouvernement prétend que c'est pour garantir plus de stabilité. Bon, mais s'ils prétendent ça, moi, je ne suis pas d'accord. Alors, la prime aux vainqueurs, c'est une invention. Ben, je ne sais pas, peut-être que Mme la ministre va me corriger. C'est une invention. Ça existe dans aucun système. Et on aurait des gouvernements là, majoritaires à 40 des votes. Là, on en a un à 37 quelque chose. L'amélioration n'est pas grosse. Très bien, merci beaucoup. Merci, M. Dufour. J'ai lu votre livre. Je vous lis aussi assidûment dans tous les articles d'opinion que vous rédigez, que vous publiez. Je considère que vous soulevez des éléments légitimes. Cependant, je suis en profond désaccord avec votre argumentaire, puis je vous explique pourquoi. En fait, je nous ramène dans le temps 2013. Le Parti québécois est au pouvoir minoritaire, mais il n'y a pas cette culture des gouvernements minoritaires, de la culture de collaboration. Et le gouvernement décide de proposer la Charte des valeurs québécoises. Ouais. Il y a des mains qui sont tendues, par exemple, de la Coalition Avenir Québec pour modifier certains éléments du projet de loi et le rendre plus consensuel, si on veut. Mais le gouvernement décide de s'en tenir à sa position, déclenche des élections, notamment sur cette question-là. Ouais. Finalement, perd les élections et le projet se retrouve au calendrier grec. Finalement, il faut attendre 2019, avec l'élection de la Coalition Avenir Québec, pour qu'un nouveau projet de loi sur la laïcité soit soumis à l'Assemblée nationale. Un projet de loi qui correspond à toute fin pratique au projet de loi qui aurait été consensuel en 2013. Alors, bien respectueusement, je soumets que s'il y avait eu un gouvernement minoritaire avec une culture de collaboration en 2013, eh bien, le Québec aurait pu avoir une loi sur la laïcité beaucoup plus tôt, 6 ans plus tôt, en fait, avec un système de la sorte. Donc, je considère que ça permet, en fait, d'avoir des grandes lois et de façon peut-être encore beaucoup plus efficace, avec une plus grande collaboration des membres de l'Assemblée nationale. Bon, vous avez raison que ça a été une grosse erreur, je trouve, pour le Parti québécois à l'époque, de ne pas accepter la main tendue de la CAQ. J'en conviens là-dessus. Mais il a fallu quand même un gouvernement majoritaire caquiste pour aboutir. Ce que je vous répondrais, c'est que, que vous préfériez plus de collaboration, c'est difficile de s'opposer à ça. Mais moi, je trouve que la politique, c'est quand même un combat. Là. Depuis la Grèce antique, depuis l'homme des cavernes, je pense.
La politique, c'est un combat, c'est une confrontation. Et il y a des limites à l'angélisme, puis vous savez, les discussions. On peut peut-être... je ne suis pas en train de dire que le gouvernement minoritaire, ça ne marche jamais. Puis j'aurais préféré, moi, que le PQ ait la sagesse d'accepter la main tendue. Mais il reste que ça ne s'est pas fait. C'est pas parce que Mme Marouette est méchante, la première ministre est méchante, c'est que ce n'est pas dans notre culture, c'est très enraciné, et ça ne changera pas comme ça. Et justement, avec un changement du mode de scrutin, je vous soumets que la culture politique va changer. On le voit un peu partout où est-ce que c'est implanté. Il y a des ententes ponctuelles qui sont faites sur les projets de loi, mais reconnaissez-vous que s'il y avait eu ce genre d'entente, en 2013, on aurait eu une loi sur la laïcité? Ça, je le reconnais aisément, et je pense que la culture politique changerait, mais pas nécessairement dans le bon sens. Et aussi, ne soyons pas angéliques, ça fait... Les Québécois, là, nous, on est des intellectuels, vous êtes des députés, vous êtes... Mais le Québécois, pas dans un sens péjoratif, populiste, là, enraciné, là, ça fait 200 ans qu'il est dans ce système-là, qui est dans une dynamique politique ancienne de type britannique, même si ça déplaît à quelqu'un. Ça ne change pas de même. Merci beaucoup pour votre présence ainsi que pour votre présentation. Je trouve ça très intéressant, en fait, que vous ameniez des exemples concrets de ce que vous avez vécu durant la campagne référendaire en Ontario. Je pense que ça peut nous servir d'enseignement ici au Québec. Vous avez notamment mentionné qu'il y avait eu une campagne que vous avez qualifiée de populiste, je crois, pour l'option du statu quo. Oui. Oui, voilà. C'est évidemment une crainte qu'on peut avoir, hein, la désinformation de manière générale, puis de la part d'un camp ou d'un autre. Et hier, on a entendu le directeur des élections du Québec qui nous a en fait avoué qu'il ne comptait pas intervenir durant la campagne référendaire pour rectifier des faits. Et il y a d'autres intervenants qui nous ont dit que ce serait bien qu'on puisse avoir une commission indépendante, qu'elle soit menée par le DGEQ ou par peut-être une autre instance de spécialistes qui pourrait justement agir un peu en tant que vérificateur pendant la campagne électorale. Croyez-vous que ce serait une bonne idée qu'au Québec, on se dote de ce genre de mécanisme pour contrer la désinformation pendant la campagne référendaire? Ce serait génial, à mon avis. Ce serait un pas excellent, intelligent et je dirais même nécessaire, puisque pour moi, encore une fois, avec mon expérience personnelle, c'était très difficile de contrer les peurs des citoyens. Et ces peurs étaient to fan en anglais, étaient renchéries par les médias, par les entrepreneurs politiques populistes. Et il faut avoir un tel mécanisme que vous décrivez. Merci beaucoup pour votre présence, votre présentation. Je pense que vous ne serez pas surpris de m'entendre dire que je suis plutôt en désaccord, en fait, avec les prémices de votre argumentaire. Cela dit, vos arguments sur la mainmise des partis politiques, quand même, je suis sensible à ça. En même temps, j'entendais le collègue de La Fontaine dire, bon, les partis vont avoir beaucoup de pouvoir, ils vont pouvoir choisir qui est premier sur la liste, etc. Mais bon, je vous soumets quand même qu'il y a des partis politiques représentés ici à l'Assemblée nationale, dont, par exemple, le Parti libéral en partie, mais aussi le gouvernement, la Coalition Avenir Québec, qui, en fait, ont des processus de nomination des candidats dans les circonscriptions où c'est aussi le parti qui décide déjà d'ores et déjà. Donc, donc cet argument-là est plus ou moins valable dans ce contexte. Mais vous pourrez répondre, je n'ai pas beaucoup de temps, je vais juste terminer mon deuxième point. En fait, vous avez parlé de la cohabitation sur le territoire, comme quoi ça allait créer dans les grandes régions de la concurrence. Bien, je soumets que ça existe déjà, la concurrence et la cohabitation, si on veut, dans les régions urbaines. Je regarde mon collègue de Vachon en face. En fait, on partage, lui et moi, ainsi que d'autres collègues, la même municipalité, qui est la ville de Longueuil. Donc, on collabore avec les mêmes acteurs, tout ça. On a des bureaux de circonscription qui sont situés assez proches quand même. Je pense qu'il y a juste à peu près une douzaine de kilomètres qui nous séparent. Mais pourtant, on collabore très bien ensemble. Je pense que c'est à l'avantage des citoyens de Longueuil de pouvoir justement se référer à plusieurs députés
qui peuvent mettre de côté justement leurs allégeances pour faire avancer des dossiers, puis avoir des députés qui font partie autant du gouvernement que des oppositions. C'est quelque chose qui est bénéfique, puis il y a même les groupes communautaires qui sont venus nous voir pour nous dire que pour eux, c'était un avantage. Donc, je pense qu'on peut le voir de l'autre côté aussi. Bon, alors pour le premier point, les partis choisissent déjà leurs candidats, là, leurs futurs députés sont élus, ça c'est sûr. Mais là, les partis, ce qu'ils vont faire, ils vont établir que lui c'est numéro 1, lui c'est numéro 2, elle c'est numéro 3, elle c'est numéro 4, etc. C'est pour les candidats en liste en ce moment. Oui, mais actuellement, je veux dire, on met en concurrence des éventuels candidats qui se présentent à une investiture, mais il y a un candidat qui sort de là, et par rapport à ses autres collègues députés, ils sont tous sur le même pied. Alors que là, on va avoir des députés élus. Ah, bien, lui, c'est numéro 1 du parti, puis lui, c'est numéro 10 du parti. Alors, il y a quand même cette nuance-là à faire. Pour ce qui est de la concurrence, de la cohabitation, je l'ai dit tantôt, la cohabitation, à mon avis, est peut-être plus facile dans le système actuel, dans des députés de partis opposés, voisins, parce que, justement, ils ne se font pas concurrence lors de l'élection suivante directement. Ils ne seront pas opposés l'un à l'autre. Tandis que le député régional et le député local qui vont desservir le même territoire, eux autres vont se retrouver à la prochaine élection en concurrence l'un contre l'autre. Et ça, je pense que c'est... Concurrence directe, du moment où il y en a qui se présentent sur la liste et d'autres se présentent dans la circonscription, c'est pas le même vote. Puis au contraire, c'est un outil supplémentaire pour les citoyens de dire hey, je vais voter pour le candidat qui me représente le plus dans ma circonscription. Puis en plus, j'ai l'occasion de voter pour le parti qui représente le mieux mes allégeances politiques, mes idéaux. Donc, c'est un outil qui va être intéressant pour les gens. Il va falloir voir si la double candidature il va y avoir des modifications là-dessus ou tout ça. Donc, les gens ne s'affrontent pas directement. Ils ne s'affrontent pas directement, mais ils s'affrontent indirectement. Et à un moment, on peut avoir un député qui est député régional, qui a peut-être le goût de tomber au local après, puis etc. Alors, il y a plus de concurrence à l'intérieur, sur le même territoire, à mon avis. La concurrence va être là, puis une concurrence qui ne favorisera pas la collaboration. Merci beaucoup pour votre présentation. Vous êtes notre dernier intervenant pour les auditions publiques. Donc, c'était très, très intéressant de vous entendre. Je pense que vous nous amenez une autre perspective. Puis, par exemple, sur la question de la prime aux vainqueurs, je trouvais ça vraiment intéressant que vous souleviez le fait que dans le cas d'un nombre impair, par exemple, ça devient un peu inapplicable, en fait. Fait que c'est un autre argument pour qu'on enlève ça du projet de loi. Je crois que mes collègues ont bien résumé les différentes questions, mais je dois vous avouer, là, par ma situation, c'est sûr que la question des députés ou des candidats indépendants, ça m'a un peu titillé ce que vous avez dit, parce que je vois une certaine contradiction. Vous dites que les partis pourraient faire des stratagèmes, puis là, présenter des indépendants sur les listes, tout ça, mais en même temps, vous avez dit aussi qu'il y avait un seuil implicite à l'heure actuelle avec le projet de loi proposé. Que même si on débat là, sur les questions de 2, 3, 10 % moi, je vous rejoins. Je trouve que cette question-là est un peu secondaire parce qu'effectivement, c'est déjà à peu près 25 % le seuil implicite avec le projet de loi qu'on a dans les mains, sauf à Montréal et dans la Montérégie. Mais donc, ça revient au même pour les indépendants. À part à Montréal puis en Montérégie, il n'y aurait pratiquement aucune chance qu'un candidat indépendant puisse se faire élire sur une liste. Puis même encore là, à Montréal puis en Montérégie, on parlerait de peut-être un au maximum. Le candidat indépendant n'est pas sur une liste, par définition. Il est un candidat indépendant. Je veux dire pour le bulletin de vote. Vous voulez dire un candidat indépendant sur le siège de région. Tout à fait. C'est ça qui pose le problème. Mais il ne sera pas sur une liste, justement. Les autres candidats, ceux des partis, seront sur des listes. Le candidat indépendant, il ne peut pas être sur une liste puisqu'il est indépendant. Excusez-moi de vous... Non, mais c'est ce que je voulais dire. Je faisais référence au vote sur la région. Je suis sûr de comprendre. Oui. Mais donc, je faisais référence au vote sur la région, au fait que, au final, vous dites qu'il pourrait y avoir des gros stratagèmes, mais ce que je vois avec le projet de loi qui est proposé, il pourrait y avoir au maximum 2 députés indépendants élus, un à Montréal, un à Montérégie, puis ça prendrait minimalement un bon 10 % là, pour être élu avec ce système-là. Quand on regarde les calculs, là, puis vraiment qu'on... Mais la règle de 10 % ne peut pas s'appliquer aux indépendants. Un indépendant ne peut pas avoir 10 % des votes dans l'ensemble de la province.
réfuter le fait qu'il ne peut pas avoir de stratagème des partis politiques, de placer des indépendants partout au Québec. C'est un peu ce que vous nous avez dit. Ils peuvent très bien, les partis, savoir qu'à Montréal ou en Montérégie, d'abord, les petits partis idéologiques présenteront des candidats indépendants à Montréal et en Montérégie. C'est les deux seuls endroits où ils ont une chance, parce qu'avec 4%, peut-être qu'un parti extrémiste peut avoir un élu à Montréal. Et les partis politiques pourront savoir qu'il y a un candidat indépendant qui se présente à tel endroit. Et donc, on s'arrange pour ne pas présenter un candidat contre lui, ou pour avoir un candidat qui se retire à la dernière minute, pour le laisser être élu. Et comme ça, cet élu-là ne se déduira pas du calcul de la compensation pour le parti. Et même dans les circonscriptions à 3 sièges, on peut faire ça. On connaît bien les gens. On sait qu'il y a tel indépendant qui se présente à tel endroit. On va le laisser être élu. Et évidemment, il y aura une liste, il y aura un candidat de parti, une liste de un nom, n'est-ce pas, pour le siège de région. Et comme ça, le parti obtiendra le siège de région sans que se déduise le siège obtenu par l'indépendant dans la circonscription en question. Évidemment, cette manœuvre-là est possible. Ça a été fait en Italie dans les années 90 par le parti de Berlusconi. Il ne faut pas faire des règles qui permettent de faire ce genre de manœuvre.